Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Eh bien aujourd'hui on va faire un petit coup de rapido parce qu'il y a de l'actualité en ce lundi 5 octobre. D'abord je vais commencer par évidemment Donald Trump qui vendredi dernier nous a fait un petit coup de mou avec un test positif. Alors je ne vous dis pas que pendant le week-end on a un peu lu et vu et entendu un petit peu n'importe quoi. Il a donc été testé positif suite à un test positif qui avait été fait sur une de ses collaboratrices. Donc par sécurité, l'ensemble de ses équipes ont été testées et un certain nombre de personnes de son entourage ont été testées et sont devenues positives. Mesure de précaution. Il a donc été soumis à un traitement, il a été transféré ensuite dans un hôpital. À partir de là, évidemment, on a entendu beaucoup de choses, on a entendu des discours rassurants, puis ensuite on a eu aussi des affirmations de gens qui se sont proclamés comme étant des spécialistes ou des médecins de cet hôpital, ou des proches de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui étaient plus ou moins inquiets sur son état. Heureusement, dimanche, Donald Trump est apparu dans une vidéo pour rassurer évidemment son électorat et il a été déchargé par l'hôpital pour pouvoir sortir de l'hôpital et suivre son traitement à la Maison-Blanche tout en respectant une quarantaine. Il semblerait que cette quarantaine finalement va être assez raccourcie, il va être suivi et il va pouvoir continuer sa campagne. Une campagne qui, évidemment, est à l'image de la situation, est à l'image, je dirais, de l'état du pays. Nous avons eu la semaine dernière le premier débat entre Trump et Biden, qui a été une véritable catastrophe. Catastrophe pourquoi ? Tout simplement parce que, vous savez, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos aux États-Unis, ils n'aiment pas le hasard, ils n'aiment pas l'improvisation, donc tout est codifié, tout est réglé au millimètre près, surtout dans les débats politiques, où de temps en temps, on essaye de voir avec un certain nombre de candidats, on leur donne une marge de manœuvre, on va dire, pour de temps en temps faire le show, c'est-à-dire se balancer des pics, se balancer des informations, avoir un petit mot plus haut que l'autre, etc. Mais tout ça n'est pas, je dirais, n'est pas spontané, c'est paramétré, c'est organisé de telle manière à ce que, je vous dis, on leur donne cette petite marge pour faire le spectacle, pour faire le show. Or, quand on a un Donald Trump, Donald Trump, c'est un bulldog, c'est-à-dire qu'il fonce tête baissée et il fait exploser finalement toutes les conventions, il fait exploser toutes les règles fondamentales du débat. La preuve en est, c'est que le présentateur n'a absolument rien maîtrisé. En plus de ça, certains médias ont prétendu qu'il était plutôt... il avait été mis là justement pour essayer de sauver un petit peu Biden et de le garder un petit peu la tête hors de l'eau. Biden, évidemment, il a fait du Biden, c'est-à-dire... très approximatif, très cliché, faisant des propositions à l'emporte-pièce, comme d'ailleurs très souvent beaucoup d'hommes politiques américains le font, insultant même le président de raciste. On a voulu évidemment le bloquer, Donald Trump, sur le thème, et d'ailleurs beaucoup de médias ont repris uniquement ce point de détail qui est Donald Trump n'a pas condamné les suprématistes blancs. Pourtant, il l'a déjà fait par le passé, mais évidemment, dans une période électorale comme celle-ci, Donald Trump ne va pas condamner des gens qui font partie de son électorat, même si c'est répréhensible, même si c'est odieux, même si c'est nauséabond. Vous savez aussi bien que moi qu'en politique, il n'y a pas de petit électorat, tout est bon à prendre, et d'ailleurs, on serait tout à fait étonné de voir chez les démocrates des gens qui votent démocrates et qui pourtant sont tout aussi répréhensibles dans d'autres domaines que ne le sont ces fameux suprématistes blancs. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, et ça c'est la même politique qui est actuellement en France, on aime montrer du doigt les méchants pour ne pas se voir réprimander soi-même de ses propres choix, de ses propres politiques, de ses propres occultations, on va dire, de choses tout aussi répréhensibles dans d'autres domaines.
Donc un débat finalement qui n'a absolument rien apporté, pas d'argumentation, pas de proposition, pas d'idée, ça a été en réalité une joute, mais une joute, on va dire, de cheerleaders, vous savez, ces adolescentes de high school, de collège, c'était ça, voilà, c'était finalement un débat qui est à l'image aujourd'hui de la situation et de l'état de la société américaine, c'est-à-dire un pays qu'on a laissé entre les mains de grands adolescents finalement, qui se pinaillent, qui se querellent, qui se balancent des vannes, mais faisant preuve d'une immaturité totale. Et d'ailleurs, ce débat est d'une immaturité totale par rapport à ce qu'est pourtant les États-Unis, qui est quand même une grande puissance, voire la première puissance économique au monde, même si encore avec la Chine, on peut faire du débat. Mais là, par contre, c'est la première puissance militaire mondiale. Donc, quand vous dites que pendant 4 ans, on a eu à la tête du pays un mec comme Donald Trump, qui a sous le pouce, évidemment, la frappe nucléaire. D'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir que vendredi, lorsque il a été déclaré que Donald Trump était atteint du Covid, vous avez 2 avions Boeing, alors je me souviens plus de l'appellation exacte, qui ont décollé, qui sont ce qu'on appelle les fameux postes commandes aériens de stratégie et de défense nucléaire. C'est-à-dire que ce sont 2 avions qui ont la possibilité de lancer des attaques nucléaires. Alors évidemment, il y en a certains qui ont tout de suite dit « ouais, ça y est, c'est la preuve, il y a un complot qui est en train de se fomenter, etc. » Non, en fait, c'est une simple procédure, c'est une simple mesure de précaution. Si le président des États-Unis venait être amené à ne plus pouvoir repérer ou faire son travail, c'est pourquoi il est élu, en attendant une transition vers le vice-président, eh bien, tout l'instrument militaire américain est en alerte. C'est juste une procédure, c'est juste une mesure de précaution. Mais d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte qu'ici, aux États-Unis, eh bien, beaucoup de médias se sont amusés à nous rappeler le processus de remplacement, c'est-à-dire que si un président, pour X raisons, comme ça a été le cas pour le passé, que ce soit une mort naturel ou un assassinat, comme c'était le cas avec Kennedy ou même avec Abraham Lincoln, ou que ça a été des désistements, comme ce fut le cas avec Nixon, plus dans l'histoire contemporaine, eh bien on nous a rappelé les processus, c'est-à-dire que c'est le vice-président, mais si le vice-président refuse ou ne se sent pas en capacité d'assumer cette fonction, eh bien dans ce cas-là c'est le président de la Chambre des représentants, enfin il y a toute une hiérarchie comme ça qui a été instaurée, et ça, eh bien, un certain nombre de médias américains se sont amusés à le rappeler. C'est pas innocent, on va dire, hein. Comme je vous l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, je pense qu'à mon avis, si Joe Biden est élu, il ne fera pas 4 ans. On lui demandera, ou on fera en sorte de le dégager pour laisser la place à Kamala Harris à terme. Donc, voilà, on est dans une campagne très offensive, évidemment, mais offensive avec des argumentations que vous dites, comment est-ce que ce paysage politique américain peut-il être aussi infantilisé finalement, à entendre des gens dire des choses qui sont incapables de justifier, qui n'argumentent pas, qui ne prouvent pas. C'est de toute façon la focalisation contre Trump. Trump c'est le méchant, Trump c'est celui qu'il faut dégager, donc tout tourne autour de Donald Trump. Alors vous avez de temps en temps quelques petits on va dire, appel d'offres vis-à-vis de l'électorat qui peut être un électorat de celui de Donald Trump, puisque majoritairement, soyons clairs, une grande partie de l'électorat de Donald Trump est issue d'une petite classe moyenne et voire une classe ouvrière. Vous avez par exemple Joe Biden qui vient de lancer l'idée de réformer le système de santé, c'est-à-dire de créer en fait une sorte de système de santé pour les pauvres finalement, c'est-à-dire ceux qui sont les plus démunis, etc. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, encore une fois de plus, les contradicteurs disent voilà, vous voulez socialiser, c'est-à-dire vous voulez faire une politique socialiste, c'est-à-dire qu'évidemment, on est là totalement à l'encontre du principe économique américain de libéralisme, mais d'un autre côté, en fait, personne, dans les contradicteurs, personne ne dit oui, mais attendez, mais avec quoi vous allez financer ça ?
voyez le truc, moi, je sais pas, je suis un politique, j'entends quelqu'un me dire oui, mais je veux installer un système de santé universel pour une certaine catégorie de la population, etc. Quand vous savez que de toute façon, ce genre de système va forcément concerner au moins 60 millions d'Américains minimum, hein, je dis bien minimum, il y a un moment donné, vous dites, ben ok, mais on le finance comment ? Comment vous le financez? Avec quel argent, quelle taxe, quel impôt vous allez sortir pour financer ce système de santé? Parce que ce système de santé universel va bien falloir le financer. Hein. Alors là, évidemment, il n'y a pas, on n'entend rien par rapport à ce genre d'argument. Et c'est la même chose en France, hein, finalement. Quoique en France, vous avez quand même certains politiciens qui disent oui, mais attendez, c'est un investissement, vous allez chercher l'argent où, etc. Vous allez emprunter, donc vous allez faire encore plus de dettes, donc finalement c'est toujours les Français qui vont payer à terme, etc. Donc voilà, je crois qu'on est certainement dans la campagne présidentielle la plus mauvaise, la plus catastrophique, la plus désastreuse de toute l'histoire des États-Unis. Ça, je pense que de toute façon, ça, personne ne pourra renier ou dénier cet état de fait. Quand on voit les comportements, quand on voit les attitudes, quand on voit les propos, quand on voit les propositions inexistantes parfois de ces candidats, alors en plus avec Donald Trump qui de toute façon n'a plus rien à perdre, donc il fait du Trump, c'est-à-dire qu'il fonce dans l'art des institutions, et c'est d'ailleurs ce que aux États-Unis beaucoup de médias lui reprochent et lui remettent évidemment sur le dos, c'est finalement de ne pas respecter les protocoles, de ne pas respecter les normes, de ne pas respecter les règles. Non, lui, il te fait tout exploser. Donc évidemment, là, c'est pas du tout dans la tradition, c'est pas du tout dans les mœurs de ce qu'on attend dans le paysage politique américain, surtout au niveau d'une campagne présidentielle. Comme je vous l'ai dit, où les choses, normalement, doivent être bien réglées. Parce que c'est vrai que dans la culture américaine, ça c'est une chose qui est assez choquante, c'est que les Américains ne supportent pas le hasard. C'est-à-dire que improviser chez eux, c'est impossible. Hein, alors vous allez me dire, ah oui, mais regardez, vous avez quand même les écoles d'improvisation. Oui, mais justement, c'est que ces fameuses écoles d'improvisation pour des comédiens, des acteurs, etc., ont un aspect, il y a presque une sécularisation de ce qu'on appelle le stand-up, hein, plus communément, c'est de l'improvisation, parce que justement, ça contrarie la culture américaine, ça contrarie les mœurs américaines par rapport au hasard, par rapport à la capacité d'inventer, de créer, d'improviser sur l'instant. C'est pour ça que dans ce domaine artistique-là, c'est quelque chose c'est un des références, on va dire, artistiques et culturelles aux États-Unis. Mais pour le reste, dans les entreprises, dans toutes les activités, que ce soit l'école, dans les sciences, etc., non, les choses doivent être paramétrées, il y a des protocoles, il faut suivre les règles, etc. Même si au bout d'un moment, vous vous rendez compte que les règles, elles sont soit dépassées, pas adaptées, ou qu'il y a un moment donné, vous devez prendre quand même sur vous pour prendre une initiative, eh bien je peux vous dire que les initiatives ici aux États-Unis, ils n'aiment pas les initiatives. Alors, je ne dis pas partout, hein, il y a quand même des exceptions, c'est-à-dire que vous avez dans des entreprises des patrons qui sont un petit peu plus intelligents et qui au contraire sont très regardants et très recherchent énormément de gens qui ont de la capacité de prise d'initiative, de prise de décision, etc. Parce que économiquement c'est quand même beaucoup plus avantageux d'avoir des gens qui savent être réactifs plutôt que des gens qui se contentent d'appliquer des procédures et puis qu'au bout d'un moment si dans une procédure il y a un chaînon manquant ou qu'il y a un problème, un truc comme ça, ils s'en foutent parce que c'est pas leur problème. Eux, ils ne font qu'appliquer la procédure. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aux États-Unis sur des trucs complètement incohérents, des trucs complètement stupides. Vous savez, c'est ces fameuses légendes sur les services informatiques. Quand dans des grandes entreprises, vous avez des nouveaux directeurs d'informatique qui débarquent et qui évidemment trouvent que leur informatique est désuète, donc il faut tout changer, donc ils achètent du matériel, etc. Sauf qu'en achetant le matériel, quand le jour où le matériel est livré, tout d'un coup, tout le monde se rend compte, mais on fait comment pour rentrer le matériel? Parce qu'il n'y a pas d'issue pour rentrer le matériel dans le bâtiment. C'est pas une légende, hein. Ça a vraiment existé. Bon, aujourd'hui, ça existe beaucoup moins parce que les matériels ont énormément réduit en taille, etc. Donc il est beaucoup plus facile d'installer du matériel. Mais c'est ce genre d'anecdote qui est assez amusante, c'est-à-dire de voir des gens qui
qui prennent des décisions, mais qui, sans réfléchir aux conséquences. Et ben, malheureusement, aux États-Unis, on est souvent confronté à ce genre de problème. Et tant qu'il n'y a pas, d'un moment donné, de responsables ou de gens suffisamment évolués, suffisamment interpellés, on va dire, dans ce sens, même, je dirais, avec un acquis de conscience professionnelle pour se rendre compte qu'il y a un amicroche, qu'il y a un dysfonctionnement, etc. Et ben non, ça peut comme ça durer pendant des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au vu de la situation économique aux États-Unis et surtout maintenant avec le Covid, et ben, il y a beaucoup d'entreprises tout d'un coup qui commencent à gratter, qui commencent à être regardant un petit peu plus en précision sur les bilans, sur les dépenses, sur les budgets, etc. Et qui se rendent compte avec stupeur qu'il y a des budgets qui sont conséquents, alors qu'en réalité, on pourrait réduire de 2, voire d'un tiers ces budgets, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas les compétences ou qu'ils n'ont pas les professionnalismes pour pouvoir assurer la même qualité de travail, la même productivité, sans devoir respecter un certain nombre de protocoles, etc. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence un petit peu à venir par effet et cause de la situation économique dans un certain nombre d'entreprises, mais c'est encore hyper compliqué, hyper difficile. Là où évidemment, où l'intérêt économique tout d'un coup se fera le plus flagrant, c'est évidemment les conséquences avec le Covid, c'est que c'est le télétravail. Évidemment, aujourd'hui, le télétravail, on constate que c'est quand même vachement plus rentable de laisser les gens finalement travailler chez eux. Ça coûterait beaucoup moins cher et beaucoup plus facilement amortissable au niveau des bilans, d'acheter du matériel, de payer des lignes sécurisées à ses salariés, que de louer des immeubles, des surfaces, où c'est évidemment des frais. C'est des frais, c'est des charges, parce qu'il faut de la maintenance, il faut de la sécurité, etc. Et alors c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le Covid, parce que le Covid nécessite maintenant des normes et des principes sanitaires qui aujourd'hui ont forcément des conséquences. Je vais y revenir d'ici quelques instants parce qu'il y a quelques informations récentes qui sont tombées sur un secteur d'activité que vous connaissez, sur lequel je vous ai déjà parlé et qui me touche en particulier. Mais voilà, je veux dire, c'est une réalité qui est en train tout d'un coup d'émerger. C'est-à-dire tout d'un coup d'avoir des gens qui se disent. Et finalement, ce que peut-être certains nous disaient il y a quelques années ou plusieurs années, mais qu'on n'a pas écouté parce qu'on s'est dit, ben non, voilà, nous on a nos petits processus, on a nos protocoles, on a nos règles, on a notre mode de fonctionnement, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ces modes de fonctionnement ont complètement explosé en plein vol à cause du Covid. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises, qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui, aujourd'hui, sont devant le fait accompli et ben, de devoir se réinventer. Sauf que se réinventer, ben, ça veut dire abandonner des principes, abandonner des valeurs. Et parmi ces valeurs, c'est évidemment l'immobilier qui va en prendre plein la figure. Aujourd'hui, à New York, ils sont tous en train de pleurer parce qu'un grand nombre d'entreprises ne feront pas revenir le salarié avant la fin de l'année. Donc évidemment, ça va avoir des conséquences économiques énormes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui un recul suffisant pour véritablement voir la situation. On estime, tenez-vous bien, on estime que le retour de salariés dans leurs entreprises, c'est-à-dire les salariés qui reviennent donc travailler dans l'entreprise, dans l'immeuble où se trouve l'entreprise, on estime apparemment que depuis l'assouplissement des règles sanitaires et donc la possibilité des employés de retourner à leur travail, seulement 32% des salariés sur l'ensemble du territoire de New York sont revenus travailler. 32%. Je crois qu'il y a une autre ville, je crois que c'est de mémoire, je crois que c'est San Francisco. San Francisco, ils ont 43%. 43% seulement des salariés qui sont revenus au travail, qui sont revenus au bureau. Donc vous voyez, c'est même pas la moitié. Et il y a beaucoup d'autres villes aux États-Unis, c'est le même cas. Donc, mais parce que le modèle économique aujourd'hui est en train de changer. Sauf qu'évidemment, ce changement de modèle économique va avoir des conséquences sur ce qui était acquis en matière de promoteurs immobiliers. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir des buildings se construire un peu partout, des locations pour des locaux de bureaux, etc. Mais sauf qu'aujourd'hui, cette valorisation, forcément, elle va finir par s'effondrer. Alors pour l'instant, on sauve les meubles, parce que
aujourd'hui, il faut savoir que ceux qui détiennent les plus gros marchés de l'immobilier à New York, comme dans la plupart des grandes villes américaines de toute façon, et même en France, c'est pareil, ce sont des grosses entreprises immobilières qui ont souvent, font partie de groupes, soit sont des grosses structures qui ont parfois sont cotées en bourse. Donc tout d'un coup, si on remet de la réalité de marché sur le marché immobilier, vous comprendrez que là, forcément, les prix vont chuter. Donc, comme la valeur de l'or depuis presque maintenant plus de 10 ans, eh bien, on maintient artificiellement le marché. C'est-à-dire qu'on essaie de maintenir des prix suffisamment élevés, parce que si jamais les prix prennent la notion de réalisme de la demande aujourd'hui sur le marché immobilier, les prix s'effondrent. Et là, c'est la théorie des dominos. C'est-à-dire que vous avez des tas d'entreprises qui vont finir par mettre la clé sous la porte. Et là, vous allez vous retrouver avec une crise immobilière, mais comme jamais on en a connu de toute l'histoire. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu, tout est finalement lié à la situation. Alors, pour revenir à l'élection présidentielle, en plus une élection présidentielle qui finalement n'apportera rien de mieux, parce que de toute façon, qu'on soit très clair, que ce soit Trump qui est réélu ou Biden qui est élu, de toute façon, les deux vont être confrontés aux mêmes problèmes économiques, aux mêmes problèmes sociaux, etc. C'est pas parce que c'est Biden que les choses, ça y est, on s'est débarrassé de Donald Trump, les choses vont aller mieux. Non, elles vont pas aller mieux, elles vont peut-être même empirer, parce que avec les progressistes, il faut s'attendre un petit peu à tout. Parce que je pense qu'à mon avis, il y a plus de chances que les progressistes, il y a plus de chances que les démocrates, il y a plus de chances que Biden au pouvoir déclenche une nouvelle guerre quelque part pour faire marcher le business que Donald Trump lui-même. Donc, je pense que là-dessus, ça, c'est évidemment, c'est pas une thématique qu'on aborde, parce que, en règle générale, sur les arguments, les contre-arguments, etc., il y en a évidemment qui disent, mais attention, je rappelle que Donald Trump, en 4 ans de mandat, il n'a déclenché aucune guerre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de l'interventionnisme, mais cet interventionnisme, c'est aussi l'État profond. Je veux dire, l'État profond défend aussi les intérêts des États-Unis et les intérêts des copains. C'est le cas du Venezuela, c'est le cas de Cuba, c'est le cas d'un certain nombre de pays d'Amérique latine où les influences américaines ont continué à fonctionner. C'est le cas avec la guerre en Syrie, c'est le cas du Moyen-Orient où, là encore, les intérêts américains sont toujours en activité. Même si Donald Trump, face à son électorat, a décidé de retirer des troupes qui ne servent plus à rien, parce que de toute façon, on le voit bien avec l'Afghanistan, je rappelle qu'en Afghanistan, il y a un accord qui a été lancé en négociation il y a maintenant 15 jours pour trouver un accord de paix, un accord d'entente entre le gouvernement afghan et les talibans. Donc, si jamais il y a un accord entre les deux, forcément les talibans vont imposer un certain nombre de règles. Si cet accord naît, eh bien, ça veut dire que finalement, même si les Américains restent quand même relativement au poste, je pense que les talibans diront oui, non, mais les Américains, de toute façon, il faut qu'ils dégagent. On ne veut plus aucun Américain sur le territoire afghan. Donc finalement, on reviendra certainement, peut-être pas complètement, mais on reviendra à la case départ. C'est-à-dire que finalement, cette guerre en Afghanistan n'aura absolument rien amener de plus, si ce n'est peut-être réussir à dégager un certain nombre de grandes têtes des réseaux terroristes, d'Al-Qaïda et compagnie, mais au final, l'Iran et l'Irak, c'est pareil. L'Irak, on a voulu dégager Saddam Hussein, qui était pourtant un dirigeant, certes dictateur, certes avec ses méthodes, mais c'était quand même un laïc, et le fait d'avoir dégagé Saddam Hussein, a fait remonter toutes les dissidences, tous les conflits tribaux, religieux, dans la région, et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que des élections démocratiques mettent finalement au pouvoir une mouvance politique chiite. Donc vous comprenez bien que les Israéliens n'ont pas été contents du tout, parce que l'objectif c'était de dégager Saddam Hussein pour mettre en place une autorité ou un gouvernement salafiste ou sunnite, et finalement c'est les chiites qui ont pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a les influences évidemment iraniennes dans la région, le fameux croissant chiite du Moyen-Orient. Donc les influences américaines, elles sont toujours là. Mais le fait d'avoir autant de troupes au Moyen-Orient, Donald Trump s'est dit, moi, de toute façon, une grande partie de mon électorat, ce sont des vétérans qui ont fait l'Irak, l'Afghanistan, la Somalie.
toutes les campagnes post-11 septembre, qui se sont rendus compte qu'on les a quand même envoyés au casse-pipe pour pas grand-chose, surtout pour des intérêts privés et non pas pour la liberté et la démocratie, parce que c'est une grande partie de l'électorat de Trump, hein, il faut le savoir. Et donc voilà, il a fait un geste pour ramener les fils et les filles des familles américaines de ces pays qui aujourd'hui sont très décriés, on va dire, dans la politique extérieure américaine. Donc voilà, en ce qui concerne donc les États-Unis, donc Donald Trump a le Covid, il va être pendant peut-être une semaine mis à l'écart, mais certainement qu'il reviendra, et je pense que, d'ailleurs j'avais fait la remarque, on sent bien qu'il y a peut-être un petit souci, parce que pendant 12 heures, on n'a vu aucun tweet de Donald Trump, donc ça veut dire qu'il était quand même peut-être mis sous respirateur avec un traitement. Alors même, il était question pendant un moment de lui mettre un traitement au remdesivir. Je me suis dit, tiens, voilà, ça y est, un petit coup de pub par là, etc. Donc, en réalité, on ne sait pas trop sur quel traitement il est parti. Ça se trouve peut-être qu'il a un traitement chloroquine, mais qu'on ne le dira pas parce qu'on ne veut pas faire la promotion de l'hydroxychloroquine aux États-Unis. Donc voilà, on est dans une situation qui est à l'image véritablement de la situation. En ce qui concerne maintenant, deuxième thématique, la France avec le Covid, là, en effet, je pense qu'on est en droit de se poser les questions si finalement le gouvernement n'est pas en train de faire exactement ce qu'ils ont fait en mois de mars et au mois d'avril, c'est-à-dire couvrir leur cul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des chiffres qui sont clairement manipulés. Comme l'a dit, je ne sais plus qui, il y a eu une fois le service de santé qui avait annoncé 312 morts à 20h, donc évidemment tous les médias, 312 morts, etc. Et puis à 11h du soir, non, tout compte fait, on s'est trompé, en fait c'est pas 312, c'est 12 morts. Oui, sauf qu'à 11h du soir, il n'y a plus personne devant la télé, enfin, il y a beaucoup moins de gens là devant la télé, donc l'impact des 312 morts a eu beaucoup plus d'effet que le fait de dire qu'il n'y en avait que 12. Surtout qu'en plus, ça serait révélé que finalement, vous n'êtes pas foutu de faire des calculs corrects, quoi. Donc les chiffres qui sont aujourd'hui officiels sont de plus en plus remis en doute. Ils sont remis en doute et surtout en plus de ça, on est en face d'un règlement de compte entre Paris et Marseille. Marseille, donc reconfiné, c'est pas un reconfinement, mais le fait d'avoir interdit les bars, les restaurants, les fermetures, etc., c'est comme à Paris. Là, à Paris aujourd'hui, donc il y a le gouvernement n'a pas osé dire on va refermer les bars et les restaurants, mais par contre on va imposer de nouvelles restrictions beaucoup plus strictes, tout simplement parce qu'on a de plus en plus de clusters et qu'on a une augmentation croissante de cas positifs. Sauf que on jongle sur la peur en ne disant pas que être positif, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Ça veut dire tout simplement c'est que vous avez le virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme depuis des décennies, voire même des siècles, vous pouvez, en tant qu'être humain, choper un virus, mais il peut très bien être totalement inactif. Alors certes, vous pouvez être contaminant, mais suivant les souches, vous pouvez très bien être complètement sain, c'est-à-dire vous avez le virus, mais vous n'êtes pas contaminant. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. C'est aussi cette volonté d'essayer de vous dissuader qu'un cas positif, c'est un malade. Alors que non. Un malade, c'est quelqu'un qui a des symptômes. Or, vous avez aujourd'hui, en graphique, un taux, en effet, qui augmente de façon exponentielle de cas positifs. Sauf que le problème, c'est que vous avez une augmentation d'hospitalisation et surtout de mise en réanimation qui augmente aussi, mais pas de façon exponentielle. Puis en plus de ça, attention, hospitalisation, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous êtes obligatoirement malade, ça veut dire que vous avez des gens qui ont des symptômes, mais vous avez aussi des gens, vous savez, hein, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, c'est que vous avez des fois des gens qui deviennent un petit peu hypochondriaques, c'est-à-dire vous leur dites, bah oui, vous avez le Covid, et tout de suite, bah évidemment, ils vont développer des symptômes, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout malades. C'est-à-dire que les hospitalisations ne font pas de détails. C'est-à-dire qu'on dit, bah voilà, il y a tant de gens hospitalisés. Donc on laisse évidemment l'opinion dire, s'il y a des gens hospitalisés, c'est que c'est des gens malades. Alors qu'en réalité, ils ont peut-être des symptômes, ils ont des débuts de symptômes, ou non pas de symptômes du tout, mais ils croient en avoir. On ne fait pas de différence. Pareil, au service de réanimation. La réanimation, c'est quoi?
Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui ont peut-être attendu trop longtemps, ou qui ont commencé à avoir des symptômes et qui ne se sont pas soignés, ou qui n'ont pas été voir un médecin, qui aurait pu leur prescrire un médicament pour calmer l'évolution des symptômes et finalement s'en sortir très très bien. Réanimation, c'est quoi? C'est combien de gens? Quel est le taux de gravité? Quel est le taux asymptomatique? Est-ce que c'est juste des gens qu'on met sous respirateur? Parce que, je rappelle, le problème du Covid, c'est que ça augmente les risques de complications, on va dire, lorsque vous chopez par exemple un rhume, une grippe, parce que là on va arriver dans la période des grippes, ça attaque les poumons. C'est surtout les problèmes pulmonaires que le Covid peut générer en matière de problèmes assez sérieux. Mais pareil, on n'a pas de chiffre qui fait une différenciation. Eux, certainement qu'ils les ont. Mais pour le grand public, il est beaucoup plus facile de présenter simplement des chiffres et de ne pas faire de détails sur les chiffres. Ce que font d'ailleurs certains professeurs, certains médecins dans certaines émissions, ils décortiquent un peu les chiffres. Ils font du détail du chiffre pour dire, voyez, en effet, si vous prenez le chiffre comme ça, nu, en effet, vite, panique, etc. Alors qu'en réalité, si vous analysez le chiffre, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas plus dans une épidémie, voire une pandémie, que dans les différentes périodes d'épidémie de grippe, etc. Alors attention, à chaque fois je le redis, mais je le redis pour bien tanner, c'est que je ne dis pas que le Covid n'est pas dangereux, je ne dis pas que le Covid n'est pas un problème, parce qu'on n'a pas de traitement. C'est ça le problème aujourd'hui du Covid. C'est qu'on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement efficace, ou décrété en tant que tel efficace. Il existe différents traitements qui, sur une majorité de pathologies, fonctionnent, mais ont un taux de risque sur un certain nombre de gens, avec des pathologies précises, etc. Alors, je rappelle qu'on a, je crois qu'il y a une centaine aujourd'hui de tests qui ont été lancés, et vous avez aujourd'hui une vingtaine de produits qui vont être plus ou moins lancés sur le marché. Vous avez les Russes, par exemple, qui ont 2 traitements, vous avez aux États-Unis le Remdesivir, puis il y a un autre laboratoire aussi qui a sorti, je ne sais plus quel type, mais qui a récemment arrêté ses essais parce qu'ils ont des complications sur 2 ou 3 sujets. Enfin, donc voilà, c'est la course au brevet, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on conditionne les gens au vaccin, c'est-à-dire qu'il va falloir vous faire vacciner. Limite, est-ce qu'il faut obliger de vacciner, faire une obligation de vaccination? Ils y viendront. Ils y viendront parce que comme ils n'arrivent pas à gérer et à organiser les choses comme elles auraient dû être gérées à leurs avantages, c'est-à-dire d'avoir en temps et en heure ce qu'il fallait, mais qu'apparemment ils ont certainement mis les charrues avant les bœufs et qu'aujourd'hui vous avez énormément de dysfonctionnements et surtout ils ne s'attendaient pas à ce que sur Internet, des gens fassent de la contradiction, des gens fassent du débat, des gens balancent même des informations, fassent des analyses. Je veux dire, le Lancet, si personne sur Internet n'avait fait un décortiquage du fameux rapport qui avait été émis sur le Lancet, le rapport serait passé comme le finger the nose, comme on dit. La preuve, c'est que même aujourd'hui, le ministre de la Santé, Véran, a pris une décision sur l'hydroxychloroquine en rapport avec ce rapport publié sur Lancet. Bon, il s'est trouvé qu'après le rapport a été retiré, que le Lancet s'est excusé, qu'en effet il y avait eu des erreurs, sauf que le ministre Véran, lui, il n'a pas changé son avis, lui, apparemment. Donc, vous voyez, donc c'est une multitude de choses, mais la situation à l'heure actuelle en France, quand je dis que c'est finalement, on revient à la case départ de ce qui s'est passé au mois de mars et au mois d'avril, c'est tout simplement les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils vont en venir à des méthodes sanitaires restrictives, voire peut-être refermer des bars, etc., c'est parce que les hôpitaux ne sont toujours pas équipés de ce qu'il faut pour traiter. Quand vous entendez, oui, il y a 90% de taux de remplissage, et oui, il y a 90% de taux de remplissage, forcément, s'il y a un an, il y avait dans un hôpital 75 lits, qu'aujourd'hui, ils n'ont plus que 45 lits, évidemment, vos 90% de remplissage, vous allez vite fait les atteindre. Il suffit que vous ayez un petit pic, mais un petit pic qui n'est pas significatif, mais que parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous avez un défaut de moyens, forcément, vos services vont être saturés. Vous savez, c'est le principe du verre d'eau, quoi. C'est-à-dire, si vous faites couler un robinet et que vous mettez une bouteille d'eau et que vous voulez 2 litres d'eau, vous mettez une bouteille qui fait 2 litres d'eau. Mais en revanche, si vous voulez 2 litres d'eau, mais vous mettez juste une bouteille de 35 centilitres, vous imaginez bien qu'il va y avoir un problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça va déborder.
Et bien en matière de logistique, en matière de moyens, en matière de structure, etc., on est exactement dans la même situation qu'au mois de mars-avril. C'est-à-dire que là où vous avez entendu il y a 6 mois, on va faire le nécessaire pour équiper les hôpitaux, etc. Mais en réalité, il n'y a rien eu de fait. Au contraire, c'est la politique de réduction de budget, de réduction des coûts hospitaliers, etc., ont continué. Hein, je crois 3500 lits en moins qui étaient prévus cette année. Et en fait, ils ont continué cette politique de réduction des lits. Donc vous allez aujourd'hui dans les hôpitaux, oui, il y a peut-être des services des hôpitaux qui sont saturés parce que ce sont des hôpitaux décrétés décrété pour traiter le Covid-19, mais vous imaginez dans une région, si dans une grande agglomération, vous avez 5 hôpitaux, et que vous en avez que 2 qui sont décrétés le Covid-19, c'est-à-dire que tous les malades, tous les positifs vont aller dans les 2 hôpitaux. Les 3 autres, il n'y a personne. Voilà ce qui se passe. Donc évidemment, on vous dit, oui, mais les services sont saturés, mais on vous le dit de manière, oui, vous rendez-vous compte qu'il y a de plus en plus de malades, il y a de plus en plus de gens qui ont le Covid, qui tombent malades, etc., qui vont dans les hôpitaux. C'est grave, vous rendez-vous compte là. Donc on joue avec la peur. Mais en réalité, il n'y a pas à avoir peur. C'est que malheureusement, c'est des problèmes structurels, des problèmes organisationnels, des problèmes de gestion, des problèmes logistiques qui font que, alors qu'en réalité, on n'est pas plus dans des situations dramatiques, on va dire, par rapport à n'importe quelle autre épidémie qu'on connaît en règle générale. Vous avez aujourd'hui sur Internet des tas de statistiques, etc. Moi, j'ai regardé un peu les chiffres sur le site officiel, hein, les chiffres, oui, il y a une recrudescence, en effet, il y a une augmentation qui s'explique par l'épidémie, par la pandémie, mais on n'est pas sur des chiffres catastrophiques. C'est-à-dire que sur 1000 positifs, si vous aviez 500 hospitalisations et 200 décès, oui, là, en effet, là, on est vraiment dans une situation de pandémie, et là, vous auriez légitimement le droit d'avoir les chocottes. Mais sur 1000 cas positifs, on est sur quoi? On est sur 50 hospitalisations pour 2 morts. Vous rendez-vous compte qu'on est bien dans des proportions tout à fait acceptables, entre guillemets. Attention, on est dans de la statistique. Dans la statistique, vous savez, c'est un peu le cas de quand il y avait le service militaire en France. On se rappelle que dans le service militaire en France, ils avaient le droit chaque année à un taux de perte. C'est-à-dire tout ce qui était accident meurtrier, etc., dans le sein, dans l'acte, dans les faits d'exercice militaire, quel que soit pour les appelés du contingent, ils avaient le droit à une petite portion, un petit pourcentage de perte acceptable, parce que ça fait partie du jeu, parce que ça fait partie de la nature des choses. Et ben, en matière médicale, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous aurez toujours une portion de gens qui vont décéder d'épidémies, qui vont décéder de maladies, qui vont décéder... Alors qu'on a les traitements, hein. On a les traitements, on a les vaccins, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être vacciné, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas choper la maladie. Pourquoi? Parce que vous avez votre pathologie propre. Si vous faites vacciner de la grippe, bah peut-être qu'en effet, vous n'allez rien avoir. Comme vous allez peut-être tomber malade à cause du vaccin. Moi, par exemple, je vous le dis franchement, à part, évidemment, quand je suis venu aux États-Unis, j'ai été obligé d'accepter un certain nombre de vaccins, mais la grippe, par exemple, aux États-Unis n'est pas obligatoire, donc je ne me suis jamais fait vacciner de la grippe depuis 1992. Et je n'ai jamais chopé la grippe. J'ai un métier qui m'a mis en contact avec des gens, donc j'ai brassé énormément de bactéries, de virus, etc. Donc je me suis construit une immunité. Donc ça veut dire que pour moi, en tant qu'individu, et de par ma morphologie et de par mes pathologies, je n'ai pas besoin de vaccin parce que j'ai mes défenses immunitaires qui me protègent depuis des années. Ça ne veut pas dire que demain ou dans un an, je ne vais pas choper une grippe. Si je la chope, il y a des médications, il y a des traitements, on traite au bon moment, etc. On n'attend pas, hein, comme d'habitude. Inversement, vous allez peut-être avoir des gens qui vont avoir besoin d'avoir ce vaccin. Donc vous voyez, le problème du sujet du vaccin, c'est pas de dire le vaccin c'est bien, c'est pas bien, c'est que tout dépend des pathologies, tout dépend des spécificités des gens. Alors malheureusement, on ne peut pas travailler du cas par cas. En plus, derrière, que vous avez des business, c'est-à-dire que là, ce sont des capitaux, ce sont des sociétés cotées en bourse qui ont besoin de gains, de rentabilité, etc. Ils ne vont pas s'emmerder à se dire, oui, mais attention, il va falloir prendre cas par cas pour notre traitement. Non.
on met tout le monde dans le même panier, et puis sur 100 personnes qui seront vaccinées, s'il y en a 10, 20 ou 30 qui meurent parce qu'il y a des mauvaises réactions, parce qu'il y a des effets secondaires, etc., bah tant pis, c'est le jeu. C'est encore pire quand vous avez des laboratoires qui aujourd'hui se sont assurés de ne pas devoir payer des frais ou des compensations ou des dédommagements envers des gens qui auront démontré que le vaccin ou le produit qu'ils auront pris de ce laboratoire est la cause de leur trouble, la cause d'un problème et la cause peut-être même d'un décès d'un membre de leur famille. Et ben non, c'est l'Union européenne qui finalement va payer. C'est-à-dire c'est votre argent, c'est l'argent du contribuable. Donc voilà, en ce qui concerne donc aujourd'hui la situation du Covid, alors attention, je répète, je ne dis pas qu'il n'y a rien, je ne dis pas qu'il ne se passe rien, je dis simplement c'est que ce qui se passe n'est pas dû à l'épidémie elle-même, elle est due à de mauvaises gestions, à de mauvaises décisions, à des gens qui protègent leur cul vis-à-vis de la justice, des gens qui protègent leur cul sur le plan pénal, parce que leurs décisions, parce que leurs choix, parce que leur budgétisation du service public en matière de santé est défaillante et ne peut pas assumer, ne peut pas jouer son rôle dans ce genre de situation et permettre à côté de cela à l'économie de pouvoir continuer à fonctionner. Donc là, ils sont en train de tuer l'économie, tout simplement pour protéger leur cul et ne pas devoir répondre de leurs actes pénalement sur leurs décisions et sur leurs choix en matière de santé publique. Voilà, c'est simplement ça. Je ne dis pas, je répète, je ne dis pas que le Covid n'est pas un problème, je dis simplement que c'est un problème qui est gérable à partir du moment où on s'en donne les moyens. Sauf que les moyens, on ne veut pas les donner, on ne les met pas, parce que ça serait aller à l'encontre d'autres intérêts, etc. Là, je ne parle même pas des intérêts des laboratoires qui veulent certifier leur brevet et puis réussir à imposer qu'on fasse de la vaccination de masse. Ça, c'est un autre sujet, qui viendra en temps et en heure. Donc voilà en ce qui concerne ce qui se passe en ce moment en France. Maintenant, c'est le rôle des Français de se prendre en charge, de faire des choix, de prendre des décisions qui s'imposent par rapport à la situation. Mais voilà, après, c'est toujours le problème de réussir à trouver la bonne cohésion, je dirais la bonne compromission, le juste milieu des choses pour que un certain nombre de corps de métier s'y retrouvent. Parce que le problème des syndicats, et là j'en reviens toujours à ce problème des syndicats, c'est que les syndicats vont jouer aussi le rôle de séparatisme, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de cloisonner les conflits, de cloisonner les contestations, c'est-à-dire de faire en sorte que les bars, les hôteliers, les commerçants, les sociétés de transport, etc., ne finissent pas finalement par s'unir et générer une sorte de mouvement. C'est-à-dire que voilà, on sécularise la partition des corps de métier dans la contestation pour éviter que ça envime la situation. Parce que là, je peux vous dire que si tous les corps de métier, tous les secteurs économiques se ralliaient tous ensemble pour aller contre le gouvernement, là, je pense qu'à mon avis, ça serait beaucoup plus efficace. Mais, comme je vous le dis encore une fois de plus, là, les syndicats jouent parfaitement le rôle d'essayer de contenir ça, de maintenir la situation. Donc, quand je vous dis que les syndicats sont des pourris, c'est pas pour rien. Attention, je parle des syndicats nationaux, c'est-à-dire les cellules nationales. Je ne parle pas des syndicalistes de terrain. Beaucoup de syndicalistes de terrain qui sont des gens convaincus et qui font bien leur boulot et qui le font même avec beaucoup de sagesse, de conviction et de façon très efficace pour des cas individuels d'entreprise, de salariés, etc. Mais les structures nationales ou locales, je vous le dis, méfiez-vous-en, parce que d'un, ils sont politisés, et de deux, ils jouent aussi un rôle inversé qui va à l'encontre des intérêts des salariés, des employés, du droit du travail, etc. Parce que c'est la fonction de ces syndicats aujourd'hui en France. Le Covid qui va concerner aussi, et là c'est mon troisième sujet, un secteur économique qui aujourd'hui est en train de se prendre la réalité en pleine figure. On vient d'être informé, j'ai été informé vendredi que le cinéma dans lequel je travaille allait réouvrir cette semaine, le 8 octobre prochain. Sauf que j'ai reçu un autre mail de la société mère, de la société dans laquelle je travaille, qui m'informe qu'il y a eu des informations qui ont été exfiltrées dans la presse, dans les médias, stipulant qu'apparemment la société réfléchirait ou déciderait finalement de fermer, de refermer ou de rester fermée jusqu'à une date indéterminée. Alors,
je pense que la logique des choses, sur le plan économique, fait que j'aurais plutôt tendance à croire que, en effet, la décision de refermer les cinémas est tout à fait juste. Pourquoi? Tout simplement parce que la semaine dernière, on a appris une très mauvaise nouvelle pour les exploitants de cinéma, c'est que le fameux James Bond, qui était encore un des rares blockbusters de fin d'année qui aurait pu permettre au cinéma de refaire un petit peu, de faire un petit peu de brousouf, on va dire, avant la fin d'année, et bien finalement le film va être repoussé au mois d'avril 2021. C'est bien qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, le dernier blockbuster qui reste en lice, c'est le Dune, la nouvelle adaptation du fameux roman faite par le Canadien Denis Villeneuve, qui reste encore en date, sauf que malheureusement, c'est pas suffisant. Il faut savoir que la société en question, c'est Cineworld, qui est de la compagnie britannique, qui a maintenant 4 ou 5 ans a racheté le deuxième groupe d'exploitation cinéma aux États-Unis, Regal en français si vous préférez, et qui, Regal, avait réussi à réouvrir un certain nombre de cinémas depuis un mois dans certains États. C'est-à-dire que, encore une fois de plus, je reviens à cette spécificité américaine des 50 États, c'est-à-dire que si un État décide quelque chose, ça ne veut pas dire que l'État voisin va faire la même chose. Donc il y a des États qui ont autorisé les cinémas à réouvrir selon certaines conditions à respecter en matière de sanitaire, et d'autres États qui n'ont pas réouvert les cinémas. C'est mon cas. La Caroline du Nord n'a pas autorisé la réouverture des cinémas. En revanche, la Caroline du Sud, elle, a autorisé la réouverture des cinémas. Donc depuis un mois, un certain nombre de cinémas ont repris de l'activité et ont pu exploiter le fameux film de Christopher Nolan, Tenet, pour voir vraiment le potentiel que ça peut éventuellement amener pour rattraper un petit peu la saison, on va dire, de l'exploitation cinématographique. Sauf que les chiffres sont catastrophiques, c'est-à-dire que si le film a plutôt bien marché, les recettes des cinémas sont en berne. En plus de ça, tous les cinémas ont été obligés d'investir, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de règles sanitaires. Alors je vous dis, les règles sanitaires, elles sont hyper strictes, c'est-à-dire que déjà, la capacité des cinémas sont réduites de moitié, c'est-à-dire que pour un cinéma qui fait par exemple 500 places, il ne peut plus fonctionner qu'avec 250 places, c'est-à-dire qu'on ampute le chiffre d'affaires en deux. Des normes de sanitaire, évidemment, qui nécessitent le nettoyage de toutes les portions collectives, c'est-à-dire nettoyer les salles à la fin de séance avec des produits qu'il faut attendre 1 minute avant de nettoyer, etc. Ça veut dire aussi que, et j'ai eu la formation, c'est des nettoyages permanents de 20 à 30 minutes sur certains organes du cinéma. C'est-à-dire, par exemple, les toilettes. Les toilettes, il faut nettoyer toutes les planches, tous les lavabos, les lunettes, tout ce que les gens peuvent toucher, les supports de papier cul, etc., il faut les nettoyer toutes les 30 minutes. Vous imaginez bien que beaucoup de cinémas, en semaine, du lundi au vendredi, excepté le week-end, ils mettent les effectifs, mais du lundi au vendredi, vous avez des cinémas, des fois, qui tournent avec un effectif vraiment, mais au ras des pâquerettes. C'est-à-dire que, même en France, si vous allez dans des cinémas le lundi après-midi, par exemple, vous allez vous rendre compte que le cinéma est vide. C'est-à-dire que vous allez chercher vraiment les employés. Et bien malheureusement, avec les normes sanitaires, tous les cinémas sont obligés d'embaucher. C'est-à-dire qu'avant, où ils se contentaient d'un seul employé, avec certaines personnes de la direction qui venaient filer un coup de main pour les guichets, les entrées, etc., là, les gens ne vont pas pouvoir être à l'accueil du client, à la projection, à la vente de produits et à nettoyer toutes les 30 minutes tous les organes qui sont sujets et susceptibles d'être nettoyés toutes les 30 ou 20 minutes. Donc là, il faut vraiment un personnel dédié. C'est-à-dire qu'il faut au moins 1 ou 2 personnes qui, toute la journée, vont faire le tour du cinéma, à passer, à nettoyer les planches, etc. Donc c'est un investissement supplémentaire. Budgétairement, c'est pas viable. Et là, avec le mois qui s'est écoulé sur tous les cinémas qui ont été ouverts, ils ont fait leurs calculs, c'est clair. S'il n'y a pas des blockbusters au moins toutes les 2 semaines pour remplir les cinémas et compenser nos dépenses, c'est pas la peine de rester ouvert. On fonctionne à perte. Donc là, c'est la décision qu'a pris cette société Cineworld et Regal. Je rappelle, Regal, c'est aux États-Unis et Cineworld, c'est en Grande-Bretagne. Donc les cinémas, le 8 octobre prochain, tous les cinémas qui avaient rouvert vont refermer, jusqu'à une date indéterminée. En France, les cinémas pour l'instant restent ouverts, mais le problème est le même. Sachez qu'aujourd'hui, les cinémas sont obligés d'investir dans des produits et les conditions sanitaires sont aussi contraignantes pour les employés que pour les spectateurs. Beaucoup de spectateurs aujourd'hui aimeraient bien pouvoir aller au cinéma, mais vu les contraintes sanitaires qu'il y a
et qu'aujourd'hui, même dans les salles, vous êtes obligé de porter le masque, enfin, on me dit, oui, enfin, c'est pas gênant, etc. Si, il y a quand même des gens, ça les gêne de porter le masque pendant 1 heure et demie, c'est pas possible. Donc forcément, ça pousse les gens à ne plus aller au cinéma et se contenter tout simplement de voir leurs films chez eux. Donc je pense qu'en France, aujourd'hui, la situation est critique. Et elle est déjà critique puisque vous avez déjà des organismes qui sont en train de pleurer dans les jupes de l'État. Ce sont les associations, les regroupements, les coopératives des cinémas indépendants. Cinéma indépendant, c'est les petits cinémas, c'est les petites sociétés qui ont quelques cinémas à l'échelle locale. Les cinémas d'art et essai. C'est-à-dire tous les cinémas d'art et essai qui touchent les subventions déjà de l'État pour fonctionner. C'est-à-dire c'est des cinémas qui ne peuvent pas vivre uniquement avec le prix du billet que vous payez. Surtout qu'en plus de ça, c'est des cinémas avec une clientèle qui est toujours à dire le prix du cinéma c'est cher, alors que leur place dans ces cinémas c'est souvent 7, 8 euros, contrairement aux 10 euros ou 11 euros, etc. Mais je veux dire, ces spectateurs-là ne comprennent pas qu'un cinéma ne peut pas vivre, ne peut pas payer ses charges, ne peut pas payer son électricité, ne peut pas payer ses factures, voire même sa location. C'est des fois des cinémas qui appartiennent aux municipalités, donc qui sont loués par des sociétés d'exploitation. Il y a un moment donné, il faut être réaliste des modèles économiques qui sont applicables aujourd'hui à ces cinémas-là. Et donc justement, le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui, on est en face d'une situation qui remet en question les modèles économiques de l'exploitation cinématographique. Pas qu'en France, à l'échelle mondiale. Alors, si dans certains pays la situation n'est pas dramatique et que ça se passe plutôt bien, le fait est, c'est que dans les pays occidentaux, là où les marchés sont considérés les plus importants, les plus porteurs, c'est le drame, c'est une catastrophe. Ce qui pousse aujourd'hui les producteurs à repousser leurs films à l'année prochaine. Il faut savoir que quasiment toutes les grandes productions blockbusters aujourd'hui sont repoussées au printemps 2021. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de films janvier, février, mars. Je pense que ça commence qu'à partir du mois d'avril. Donc à partir de là, la fin d'année 2020, il n'y a pas de film. Il n'y a pas de film porteur. Alors en France, certains disent oui, mais non, on a notre cinéma français, etc. Sauf que cet été, très clairement, les films français qui sont sortis n'ont pas rempli les caisses des salles de cinéma. Que les choses soient claires. Donc il y a un moment donné où je pense qu'en France, si jamais Warner, parce que c'est Warner qui distribue le film Dune, si Warner décide de bouger aussi le film Dune en 2021, là, les cinémas, c'est fini. C'est-à-dire que là, ils vont tourner à perte, ça va être... En France, ils vont vouloir continuer certainement l'activité pour les grands groupes cinéma, mais ça va être à un prix, au prix soit de fermeture de cinéma de centre-ville. Je vous donne juste un exemple, vous avez les centres-villes Nantes, Toulouse, Bordeaux, je crois, qui ont encore des cinémas de centre-ville de ces groupes-là. Ces cinémas vont fermer. À Paris, je pense qu'il y a 2-3 cinémas parisiens de ces grandes enseignes qui fermeront. C'est-à-dire qu'ils vont liquider un certain nombre de cinémas pour gagner du gain en matière de charges, pour essayer de sauver les bilans de fin d'année. Donc là-dessus, c'est ce qui pend au nez d'un certain nombre de cinémas. Quitte même peut-être à se débarrasser d'un certain nombre de multiplex. Quand vous avez des villes où vous avez la même enseigne qui a 1 ou 2 multiplex de la même enseigne, de la même société, je pense qu'un des deux multiplex, il va sauter à terme. Donc ça là-dessus, dites-vous bien que ça va arriver. Donc voilà, la situation aujourd'hui, c'est que le cinéma aujourd'hui est en pleine crise. On est dans une crise réelle, une crise identitaire et surtout une crise de modèle économique avec le streaming, l'exploitation classique en salle, etc. Donc là, pour l'instant, tout le monde essaie de sauver les meubles, de sauver les apparences, mais là, clairement, aujourd'hui, on est en face d'une situation où là, les responsables, les acteurs de l'exploitation cinématographique, aussi bien en France qu'à l'échelle mondiale qu'aux États-Unis, surtout aux États-Unis, là, ils commencent à réfléchir sur peut-être commencer à revoir la copie sur la façon d'exploiter, sur la façon de faire de l'exploitation en salle de cinéma. Et enfin, dernier point pour cette vidéo, je vais revenir assez rapidement sur la nouvelle polémique d'un tout, c'est-à-dire le mot tout. Évidemment, vous comprenez que je veux parler du fameux tous de Éric Zemmour, son fameux propos concernant les mineurs isolés qui défraient la chronique une nouvelle fois, et tout le monde évidemment s'offusque, on jongle avec l'émotionnel des gens, avec la sensibilité des gens pour faire croire que Zemmour a encore fait un propos raciste, etc. Alors qu'en réalité, il y a en effet une petite faute de sa part, c'est d'avoir peut-être généralisé un peu trop rapidement le cas des mineurs isolés. Il s'est rattrapé en disant que
tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs, des violeurs, des assassins, même si en statistiques et en chiffres, aujourd'hui on est sur presque une moitié de ces individus qui, je le rappelle, représentent, je crois, j'ai oublié le chiffre, peut-être, si je le retrouve, je vous le mettrai là, il y en a au moins la moitié qui, à un moment donné, ont affaire avec la justice ou ont des problèmes liés à de la délinquance ou de l'insécurité. Donc, le propos de Zemmour, il a dit exactement ça. Voilà, je vous mets le texte de ce qu'il a exactement dit. Alors, au début, il avait dit tous les mineurs isolés, tous les mineurs isolés. Christine Kelly, à un moment donné, lui tend la perche pour lui faire rappeler qu'il y a une certaine logique à avoir et qu'en effet, potentiellement peuvent être, mais ne sont pas tous dans le même sac. Donc il y a une rectification, en fait, qui s'est quand même opérée dans le discours des Zemmour. Mais en réalité, vous avez des gens qui n'ont voulu retenir que ce qui les intéressait, pour une nouvelle fois attaquer Zemmour sur ce sujet. Sincèrement, je ne suis pas là pour défendre Zemmour ou dire s'il a raison ou il a tort, etc. Le problème, c'est que Zemmour, c'est un polémiste, comme je l'ai déjà dit. C'est quelqu'un qui aime de temps en temps lancer des pics, lancer des faits et donner son opinion. Et d'ailleurs, il a rappelé que ce qu'il disait, c'est son opinion, c'est pas ce que partage la chaîne. Mais comme aujourd'hui, on vit dans des sociétés où on aime les raccourcis, c'est-à-dire qu'on fait de la généralité, on met tout le monde dans le même panier, finalement, on se rend compte que, et c'est ça qui est très amusant sur les réseaux sociaux, c'est tous les gens beaucoup de gens qui traitent Zemmour de facho, etc. Il y en a beaucoup qui, à un moment donné, disent oui, de toute façon, tous les gens qui le soutiennent et qui le regardent sont des fachos. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que ces gens se rendent compte qu'en fait, ils appliquent exactement ce qu'ils reprochent à Zemmour. C'est-à-dire que Zemmour a fait une généralité accidentelle, et les gens, en fait, appliquent exactement le même processus de généralité. C'est-à-dire qu'on met tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence. C'est-à-dire que si vous regardez Zemmour, vous êtes un facho. Vous êtes d'extrême droite. Vous êtes un nazi. Voilà le discours qu'on entend, qu'on lit sur les réseaux sociaux maintenant. Et il y en a un certain nombre auxquels je les ai mis devant leurs contradictions, ils ne m'ont jamais répondu. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand vous mettez une réalité, c'est-à-dire attention, vous êtes en train de reprocher à quelqu'un, vous faites le reproche à quelqu'un de quelque chose que vous pratiquez vous-même à votre sauce idéologique. Et donc, il y a un moment donné où il faut être cohérent. C'est-à-dire admettre, on peut aimer, pas aimer Zemmour, on peut aimer ce qu'il dit, pas aimer ce qu'il dit, on considère que ce qu'il dit c'est de la haine, etc. Je prends l'exemple de M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, avocat, qui, lors de l'émission où il passe sur C'est à vous, vomit littéralement sur Zemmour, le traite, l'insulte, l'accuse. Ministre de la Justice, avocat. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus aucune mesure de précaution. C'est-à-dire que ce monsieur, qui est ministre de la Justice, dévoie complètement le principe de précaution, le principe qui dit que personne n'est accusé tant qu'il n'est pas... tout le monde est coupable, non, tout le monde, pardon, toute personne est innocente tant qu'il n'a pas été reconnu coupable. Il insiste sur le mot multirécidiviste. Je rappelle que Zemmour a été condamné 2 fois sur 7 plaintes. 7. Et encore, il faut voir les conditions dans lesquelles il a été condamné sur les 2. C'est-à-dire qu'il y a eu un parti pris de certains juges, qu'il y avait des collusions idéologiques de certains juges pour le condamner. Et on se base très souvent d'ailleurs sur des lois pour le porter plainte contre lui, qui sont des fourre-tout. C'est-à-dire que, voilà, c'est à l'interprétation finalement de la justice de considérer est-ce que vous avez été insultant, est-ce que vous avez fait un appel à la haine, ou pas. Vous voyez, Mais pour revenir à Dupond-Moretti, moi je ne comprends pas comment un ministre de la Justice, qui plus est de profession d'avocat, se comporte de la sorte sur un plateau de télé à l'encontre de Zemmour. Qu'il soit contre Zemmour, qu'il n'aime pas Zemmour, il a le droit. Mais il doit être à la mesure de sa fonction, à la mesure de son autorité, et donc il doit faire preuve de réserve. Or là, il ne fait pas du tout preuve de réserve, il a un parti pris, mais très affiché,
C'est limite que s'il avait une ordonnance à signer pour mettre en prison Zemmour, il le ferait. Et c'est ministre de la Justice. Vous voyez un petit peu le délire. Alors, petit aparté, vu l'incompétence qu'il y a aujourd'hui au sein du gouvernement, je le dis, je le répète, pour moi, ça fait partie d'un plan qui est de décrédibiliser la fonction de l'État vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le peuple se rend compte qu'on a un État qui est constitué de ministres, de gens incompétents. À un moment donné, on dit, voilà, on fait quoi? On change de modèle, on prend un autre modèle. Donc tout d'un coup, il y a une proposition. Et je vous rappelle qu'il y a une volonté aujourd'hui en France de certains idéologues, de certaines élites, de supprimer le poste de Premier ministre. Donc si on supprime le poste de Premier ministre, ça veut dire qu'on doit redéfinir, reconstituer le gouvernement ou la structure de gouvernement de la République française. Et l'objectif, il est là. C'est-à-dire, plus vous mettez des gens débiles, crétins, incompétents à ces fonctions-là, et au bout d'un moment, vous accédez au consentement du peuple de changer un système. Alors que le système fonctionne très bien à partir du moment où vous mettez des gens compétents. Vous voyez la tactique ou pas? Bon, et bien là aujourd'hui, vous avez exemple entre Pompigny, ministre de la Culture, qui veut limite supprimer toutes les activités qui polluent, etc. Limite, va falloir arrêter de péter parce que quand on pète, on fait du CO2. Hein, donc, il y a un moment donné où vous vous dites non, c'est pas possible. Il y a une raison à ça. Je veux dire, c'est pas dû au hasard, c'est pas dû comme ça à des délires, etc. Non, il y a un but bien précis. À ce niveau-là, il y a un but bien précis. Hein, donc, on en revient toujours à cette question que je pose toujours, qui toujours se poser la question à qui profite le crime. Donc, l'affaire de Zemmour, encore une fois de plus, de toute façon, Zemmour, faut qu'il dégage. Je rappelle qu'il y a déjà Hervé Ryssen qui a été mis en tôle. Je pense que Soral va finir en tôle lui aussi très tôt ou tard. Donc tous ces gens qui sont des libres penseurs, mais qui ont un auditoire, qui sont écoutés, qui sont regardés par un certain nombre de gens, par un nombre, dans le sens du nombre, aujourd'hui deviennent gênants, parce qu'ils disent parfois des choses qui dérangent considérablement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui expriment leur opinion. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord sur leur opinion, mais qui mettent quand même des éléments de réflexion qui, à un moment donné, si vous savez vous servir de votre cerveau, si vous n'êtes pas de ceux qui regardent des émissions telles que Hanouna ou Les Ch'tis à Marseille, trucs comme ça, pour mettre du temps disponible de votre cerveau à la publicité, et que vous savez encore vous servir de votre cerveau, il y a un moment donné, en effet, il y a un moment, il y a une cohésion, il y a une cohérence à avoir sur la façon dont se déroulent les choses, dans la façon dont se construisent les choses. Et que les principes généraux qu'on vous balance dans l'idée bien pensante, à un moment, ça ne colle pas. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème de la délinquance, le problème d'insécurité, etc., sont en train véritablement d'émerger, on va dire. Alors on essaie de vous trouver des excuses, on dit oui, mais c'est normal, parce que vous rendez-vous compte, les jeunes des banlieues, etc., ne sont pas partis en vacances cet été, donc c'est pour ça qu'il y a une augmentation. Pourquoi trouver des raisons à quelque chose qui est là, qui existe, mais pour lequel on a quels outils pour lutter contre? On ne sait pas. Oui, il y a la justice, mais le problème c'est que quand vous avez derrière de l'idéologie qui fait de l'influence, qui fait de la pression, qui fait du lobbying sur les magistrats, sur la magistrature, oui, il y a un moment donné où je pense qu'on va aussi, là encore, à qui profite le crime. C'est certainement pousser les gens finalement à faire justice eux-mêmes. C'est-à-dire en revenir à l'idée de la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Sauf que l'œil pour œil, dent pour dent, va justifier l'État de dire attention, là on a un problème, il y a des gens qui s'arment, il y a des gens qui font leur règlement de compte, c'est pas normal, faut laisser faire la justice, etc. La République, la souveraineté de la justice, etc. Donc on prend l'article 36 et on impose pas l'état de siège, si c'est l'état de siège, je crois, à l'échelle nationale, et là on verrouille les libertés, les unes après les autres. Voilà, c'est ça qu'ils cherchent.
C'est ça qu'ils cherchent. En ne faisant pas le boulot, en ne faisant pas de la justice, en ne faisant pas de la répression là où il faut, en ne mettant pas le doigt là où il faut, en ne mettant pas de politique radicale pour à un moment donné, stop, tous ces gens qui sont des nuisibles à la société, on les envoie chez eux, on les renvoie dans leur pays, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est difficile parce qu'ils donnent des fausses identités, et puis quand dans leur pays, quand il s'agit d'identifier, dans ce cas-là, la solution, c'est tant qu'on n'a pas résolu ce problème administratif, on arrête. On arrête l'immigration. C'est-à-dire que l'immigration ne se fera qu'à partir de gens identifiables par rapport à leur pays. Point. Mais tous les migrants là qu'on accepte, etc., par humanisme, etc., non, faut arrêter. Et c'est exactement ce que dit Zemmour. Parce que si on continue sur ce voie-là, c'est-à-dire si on accepte des tas de gens qu'on est incapable d'identifier, parce que le problème des mineurs isolés, c'est ça, hein. Il y a plein de mineurs isolés, parce que l'affaire est née de cette agression qui a eu lieu proche de l'ancien... des anciens locaux de Charlie Hebdo, de cet Afghan, je crois, non, pakistanais, ou enfin je sais plus s'il est Afghan ou pakistanais, qui finalement s'était fait passer pour un mineur isolé pour bénéficier du statut de mineur isolé, mais qui en réalité a 25 ans. On a même la famille dans son pays qui est très fière de son acte, etc. Il y a un moment donné où là, faut trancher. Faut trancher. Et c'est là le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus les outils pour trancher. C'est-à-dire qu'on a trop d'influence, trop de centres d'intérêt, trop de conflits d'intérêts idéologiques qui fait qu'on n'arrivera pas à prendre des décisions qu'il faut. Et ça, c'est ce que Zemmour dit depuis très longtemps. Alors je sais, c'est des décisions qui sont injustes, c'est des décisions qui vont générer des problèmes vis-à-vis d'un certain nombre de gens. Mais il y a un moment donné, et d'ailleurs je vais terminer cette vidéo avec ce petit exemple, j'ai un monsieur dont le nom était un nom arabe, etc., et qui disait moi je suis venu en France, j'ai fait mes études en France, j'ai réussi en France, je suis manager, etc., et pourtant je ne suis pas criminel. L'air de dire, vous voyez, il y a quand même des gens qui viennent en France en tant qu'immigrés, etc. Et ce monsieur, je lui ai répondu, je lui ai dit oui, parce que vous avez la conscience, vous avez eu la conscience, vous avez eu l'éducation pour vous permettre de comprendre la chance que vous avez de pouvoir venir légalement dans un pays pour y faire des études et vous développer et vous trouver un destin et vous trouver une profession, etc. Et j'y ai rajouté, je dis, justement, vous qui êtes un manager, dans la fonction de manager, eh bien vous êtes parfaitement conscient qu'il y a des moments sur des problèmes vous êtes obligé de trancher. Et que vous êtes obligé de trancher en sachant qu'en tranchant, oui, vous allez apporter un avantage, oui, vous allez apporter des inconvénients. Le management, c'est ça. C'est à un moment donné, il n'y a pas de solution miracle qui satisfont tout le monde. Il y a des moments où des décisions vont satisfaire le plus grand nombre au détriment d'une minorité. Sauf que ça, quand on l'applique à la politique, quand on l'applique à la gestion d'un pays, dès que ça touche les migrations, l'ethnie, la religion, c'est limite, on est des nazis, on est des fascistes, etc. Alors que non, c'est un processus logique lorsqu'on n'a plus les moyens de gérer les choses de façon efficace, productive, en sécurisant à la fois l'intérêt de la souveraineté de l'État, de la culture, du patrimoine, de l'histoire aussi même de la France. Il y a un moment, il faut trancher. Donc là, on a eu le discours de Macron qui veut trouver un AOC pour les imams, etc. Mais dites-vous bien, quoi que dise Macron, quoi que dise n'importe quelle personnalité politique, l'islam, c'est l'islam qui est représenté par deux choses essentielles. C'est soit celui qui a la foi, donc qui interagit, je dirais, selon des principes de la religion musulmane, suivant ce que le Coran ou ce qu'il interprète du Coran, etc. Donc là, c'est la religion en tant qu'individu. Et vous avez la religion organisée. Et la religion organisée de l'islam, c'est une religion politique. Comme l'a été le catholicisme en son temps. Donc je vous fais référence à ma précédente vidéo sur la laïcité, et vous comprendrez bien la situation. Donc voilà,
Quelques sujets rapidos pour une longue vidéo, encore une fois de plus, mais je pense que c'était important d'apporter quelques petites précisions et quelques petits détails pour la compréhension des sujets et voir l'évolution, parce que c'est des sujets qui vont avoir encore de l'évolution dans les prochaines semaines à venir. Et d'ici là, j'espère que vous portez bien, protégez-vous bien, ne désespérez pas, gardez espoir, tant que vous avez la santé et vos proches, je pense que pour l'instant, on peut faire que ce que l'on peut avec les moyens qu'on a. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.